Dans ses mémoires, Jean-François Landolphe raconte qu'il naquit en 1747 dans un village misérable de l'Yonne, à une époque qui, comme toutes celles qui précédaient depuis des siècles, connaissait des guerres cruelles et incessantes, semant la désolation dans toute l'Europe. Guerre de 30 ans, guerre de Louis XIV, de Louis XV, etc. C'est ainsi qu'à cette époque où le destin de tout homme n'était que d'être serf ou soldat, sévirent notamment en Europe la guerre de succession d'Autriche, suivie de la guerre de 7 ans. Le destin voulut qu'une nuit de 1761, le jeune Jean-François, réveillé par le bruit d'une conversation, entendit son père dire à sa mère qu'il allait l'abandonner dans la forêt, le sacrifiant ainsi pour pouvoir continuer à nourrir ses autres enfants plus jeunes. Le jeune Jean-François décida alors de prendre les devants et d'éviter à son père d'assumer cette décision dramatique. Il s'enfuit et son errance l'amena à un relais de diligence où attendait déjà un soldat. Pendant la longue attente qui s'ensuivit, l'enfant raconta au soldat les circonstances de son arrivée en ce lieu. Il se trouve que ce grenadier décida de prendre l'enfant sous son aile et l'emmena avec lui à Brest, lieu de sa garnison. Là, l'enfant profita de la ressource naturelle qui s'imposait à lui. Il s'embarqua comme mousse sur un navire du roi en cette période troublée où toute recrue volontaire ou forcée était la bienvenue. Le capitaine du navire fut tellement étonné de son agilité, de sa débrouillardise et de sa vive intelligence qu'il décida de lui apprendre à lire et écrire. Il s'en suivit pour le jeune homme une ascension rapide dans les rangs de la marine qui l'amena vite à prendre lui-même le commandement d'une frégate dont il avait dirigé la construction. C'est à bord de ce navire qu'il s'orienta vers le commerce avec l'Afrique, ce qui l'amena à faire la connaissance de plusieurs rois ou chefs de tribus africains avec qui il faisait du commerce, échangeant des produits appréciés venus de France avec divers produits de la région. Avec ces notables locaux, il se lia d'amitié. Parmi ses nouveaux amis se trouvait bien entendu l'ancêtre du légendaire Béhanzin, roi du Dahomey, qui entretenait une armée de 3000 femmes qui plus tard émerveillera Jules Verne. Ces amitiés nouvelles l'amenèrent à pouvoir remonter des cours d'eau, ce qui lui permit de s'enfoncer un peu à l'intérieur des terres, contrairement à l'habitude des négociants européens qui se contentaient à l'époque de rester sur les points de la côte, traditionnellement appelés comptoirs, pour leurs échanges commerciaux. Ceci lui donna l'occasion de découvrir avec étonnement que les massacres, atrocités et horreurs qui avaient lieu dans ces contrées n'avaient rien à envier à celles qui se déroulaient à la même époque en Europe. Il put ainsi être témoin de traditions tout aussi étranges que cruelles. À l'occasion du décès d'un chef de tribu, par exemple, on creusait une immense fosse dans laquelle on enterrait sa dépouille, mais accompagné d'environ 200 jeunes gens bien vivants, eux. Ceci rejoint les observations que fit un peu plus tard Jules Verne, grand navigateur et voyageur, un des hommes les plus instruits de son époque, qui relate dans son roman Un capitaine de 15 ans qu'il pensait que la race noire était une race supérieure à tout niveau, tout en se désolant, car il était persuadé qu'elle allait disparaître du fait de ces guerres tribales et décimations dévastatrices. Et de fait, l'explorateur Savorgnan de Brazza, fondateur de la ville de Brazzaville, évaluera plus tard la population de l'Afrique subsaharienne, environ 2 millions d'âmes, et stabilisée à ce nombre du fait de ces hémorragies. Par la suite, lors de la chute de la royauté, Jean-François Landolphe se tourna vers les activités de corsaire et il servit dans ses nouvelles fonctions la Révolution et l'Empire napoléonien aussi bien qu'il avait servi la royauté. On lui attribue
à ce titre la capture de 63 navires anglais, l'Angleterre étant redevenue l'ennemi traditionnel. Étrangement, on constate que certains commentateurs lui attribuent aussi l'activité de négrier. En théorie, cela n'a rien d'invraisemblable. Cependant, si cela avait été, il est étrange qu'il n'en ait pas fait état, et ce à aucun moment dans ses mémoires. En effet, à cette époque, et en ces temps où la vie était dure, les gens n'avaient pas les scrupules moraux qu'ils ont acquis au XXe siècle. Leur propre misère les rendait insensibles et indifférents aux malheurs et souffrances des autres. Ainsi, en 1789, des gens se pressaient pour assister au spectacle de personnes montant sur l'échafaud pour être guillotinées et se réjouissaient même ouvertement de ce spectacle. À l'époque, lors des batailles rangées, on n'avait aucun scrupule à tirer au canon sur les gens d'en face, bien alignés, avec pour consigne d'en faucher le maximum. Et plus le nombre de morts étalés avec bras ou jambes en moins était grand, plus on était content. Dans les années 1940 encore, sur le front russe, les cadavres gelés d'ennemis étaient couramment utilisés comme poteaux indicateurs, sans parler de toutes les autres atrocités bien connues, bombardements massifs, destruction de villes entières, pillages, laissant des dizaines de milliers de gens morts de faim ou froid ou autre, etc. Tout cela pour dire que si Landolph avait exercé les activités de négrier, il ne s'en serait probablement pas caché. D'ailleurs, on considérait à l'époque que le sort des esclaves transportés à fond de cale n'était pas pire que celui des équipages qui étaient logés et nourris dans les mêmes conditions, avec en plus le risque constant de perdre la vie lors de l'exercice de leur métier, lorsqu'il fallait, par exemple, monter dans les mâts par forte tempête pour ferler ou carguer les voiles dans des conditions épouvantables, et ce, sans aucune sécurité. Ou peut-être le capitaine Landolph considérait-il encore, comme partout dans le monde depuis toujours, que la traite des hommes n'était qu'un commerce comme un autre. Notons aussi que l'acteur Dieudonné, qui a été très sensibilisé au drame de la traite des esclaves, s'est rendu sur les ports d'arrivée des navires négriers aux USA, Wilmington, Newport, Charleston, Savannah, etc., pour étudier notamment les archives et registres navals et y connaître les noms des capitaines et armateurs de ces navires qui délivrèrent leurs sinistres chargements. S'il eut la surprise d'y trouver des noms d'ancêtres de gens qui occupèrent par la suite les plus hautes fonctions au niveau de l'État et de la République française, il n'y a pas trouvé trace du nom de capitaine Jean-François Landolph. Bon, cette vidéo vous a plu? Alors, à la prochaine!